Bonjour à toutes et à tous. La question aujourd'hui des relations avec les sous-traitants, les prestataires, la question du contrôle de la supply chain est une question centrale. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, en complément aussi avec les interventions qui ont eu lieu ce matin. Je vais vous exposer un certain nombre d'éléments sur la base de ma pratique d'avocat. Je suis Jérôme Doroulet, je suis le fondateur du cabinet Omance Avocat. Nous sommes un cabinet qui intervient notamment sur tous les sujets IT Data, conformité RGPD, conformité des projets numériques. On accompagne beaucoup d'acteurs justement dans le développement de leurs projets et aussi pour leur permettre de sécuriser ces projets dans toutes leurs dimensions, de limiter le risque cyber. Et nous gérons également, dans certains cas, la relation avec les autorités de contrôle, comme par exemple la CNIL, et nous intervenons dans le cadre de contentieux. Alors, cyberattaque d'un sous-traitant, quels enjeux pour les professionnels? Mon objectif aujourd'hui, c'est d'insister sur la nécessité d'anticiper, de prévoir, d'avoir une vision proactive et en tout cas de pouvoir se déployer dans le temps. J'évoquerai principalement trois aspects avant un temps de questions-réponses. Le premier, donc, l'importance de prévoir les risques et d'anticiper sur toute la phase de négociation. Le second, qu'est-ce qui se passe quand on a par exemple un sous-traitant qui fait l'objet d'une cyberattaque? Comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Et justement, quels sont les conseils pour réduire les risques? Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de... je ne sais. Alors si ça ne marche pas, ça y est. Oui, comme je le disais aujourd'hui, il y a un véritable enjeu en termes d'anticipation et notamment dès les phases de négociation. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est pas uniquement parce qu'on a un certain nombre, en tout cas, de textes qui aujourd'hui nous imposent de réfléchir à cette question. J'y reviendrai après. C'est aussi quelque chose que l'on constate très souvent dans le cadre de choix importants, de choix majeurs, un nouvel ERP, un nouveau système d'information, etc. On se rend compte que la question de la sécurité est pas ou peu abordée très vite, qu'il n'y a pas de véritables échanges, qu'il y a des choix majeurs qui peuvent être faits à l'échelle d'un groupe de sociétés, d'une entreprise, sans réflexion sur toutes les suites à venir sur ces aspects. Alors, sur le fait de prévoir, d'anticiper, quels sont les principaux éléments? Le premier, il y a eu tout à l'heure une intervention de Marc-Antoine Ledieu. Qu'est-ce qui s'applique? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un véritable empilement des différentes règles, notamment en termes de sécurité des données et de prévention du risque cyber. Il y a eu des présentations sur DORA, sur NIS 2. À titre d'exemple, justement, l'ANSSI a publié le 17 mars dernier son nouveau référentiel Cyber France, extrêmement intéressant justement et qui permet de reprendre, je dirais, dans le détail l'ensemble des obligations qui sont mises à la charge des entités soumises à NIS 2 et on voit justement dans ce référentiel justement des aspects propres à cet aspect sous-traitant supply chain. Donc identifier les lois applicables. C'est quelque chose qui peut sembler très simple sur le papier, qui est beaucoup plus complexe en pratique. On a des exemples extrêmement différents, c'est-à-dire de la start-up qui envisage de développer un projet dans le domaine de la santé à un grand groupe qui va mettre en place des dispositifs médicaux connectés. À chaque fois, il y a un vrai sujet sur l'identification des lois applicables. Pourquoi est-ce que ce sujet est essentiel? C'est qu'ensuite, vous tirez les fils en termes de responsabilité. Et notamment dans le cadre de vos relations avec vos sous-traitants, avec vos prestataires. Est-ce que c'est vraiment un sous-traitant, notamment un sous-traitant au sens du RGPD qui va intervenir pour moi? Est-ce que c'est un prestataire? Comment est-ce qu'on va ventiler les responsabilités? Comment est-ce qu'on va définir les rôles de chacun? Et on le voit bien, ces différents rôles, c'est aussi un aspect qu'on retrouve, en tout cas qui va être pris en compte dans un certain nombre de textes. On parle beaucoup en ce moment du règlement sur l'intelligence artificielle et notamment d'une éventuelle modification de ce texte dans le cadre des règlements omnibus européens, mais il y a des rôles spécifiques au titre du RIA, notamment le fait de savoir est-ce qu'on va être simplement distributeur, déployeur, etc. Quel est mon rôle, quelle est ma responsabilité et comment est-ce que derrière, justement, je vais faire en sorte que dans mes contrats ou dans les relations que j'ai avec mes sous-traitants ou avec mes prestataires, ces points sont pris en compte. Donc, il y a un vrai enjeu détermination des responsabilités d'un point de vue légal et aussi comment est-ce que très concrètement ces responsabilités vont être mises en œuvre et mises en place. On le voit en pratique,
il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la question de la gouvernance. De manière extrêmement différente. Au titre de Nice 2, par exemple, on le voit aussi dans un certain nombre de sanctions qui ont été prononcées par la CNIL. Très souvent, quand la CNIL sanctionne notamment sur des sujets de sécurité des données, et 80% des délibérations de la CNIL concernent justement des défauts de conformité en matière de sécurité des données, il y a un enjeu de ce qu'on appelle gouvernance effective. C'est-à-dire qu'à un moment, on a pris une décision, on a choisi un prestataire, on a prévu un certain nombre on a attribué un certain nombre de rôles, on a mis en place un schéma d'organisation, et derrière, rien ne se passe. Rien n'est mis en œuvre, il n'y a pas d'audit, il n'y a pas en tout cas le projet ne vit pas. Et c'est pour ça que ce dernier aspect, en tout cas l'adéquation au projet, vérifie à chaque fois que quand un projet est mis en œuvre avec des responsabilités spécifiques, etc., la mise en œuvre très concrète de ce projet est conforme avec ce qui avait pu être identifié au départ et dans son fonctionnement. Alors, les risques se prévoient et s'intègrent dès la phase de négociation, d'abord au titre du volet contractuel. Je vois que certains d'entre vous prennent des photos. Je ne sais pas dans quelle mesure le support est disponible, mais on n'a pas de difficulté à le diffuser, en tout cas par la suite. Et si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, on vous le mettra à disposition. Juste, je me permets, je suis là. Oui, tout est filmé et tout sera retranscrit, donc tout est bon. Ok, très bien. Enfin, en tout cas, pour ceux qui souhaitent faire des photos, n'hésitez pas, il n'y a aucune difficulté. Je vous parle de l'aspect contractuel, c'est parce que qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? Le jour où vous avez un sous-traitant qui fait l'objet d'une cyberattaque, qu'est-ce que vous allez aller faire? Vous allez aller regarder le contrat, vous allez aller regarder les annexes du contrat, vous allez aller regarder la documentation, vous allez regarder effectivement le cas échéant ce qui a été documenté, et ce jour-là, vous allez regretter ce qui n'a pas été documenté. Et quand je vous parle de cet aspect contractuel, c'est parce que très souvent, quand nous nous retrouvons, notamment en tant qu'avocat, dans une phase pré-contentieuse ou contentieuse, toute la difficulté, c'est de retrouver, je dirais, ces étapes de négociation. Pourquoi est-ce que le projet a évolué? Pourquoi est-ce que par rapport à un produit qui était configuré d'une certaine façon, on est arrivé à un produit configuré d'une manière totalement différente? Pourquoi est-ce que finalement il y a une évolution en termes de responsabilité, ou pourquoi est-ce que dans la vie du projet aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu? Et donc, il est extrêmement important en tout cas de vérifier justement l'exhaustivité du contrat et l'ensemble de la documentation qui va être associée. Encore une fois, quand on construit un certain nombre de contrats complexes, il y a des cas dans lesquels justement on va être amené à rédiger un contrat de A à Z sur des projets très spécifiques, etc. Et il va être justement nécessaire d'anticiper et encore une fois, de réfléchir à l'ensemble des questions qui pourraient se poser. De la même façon, concernant les sous-traitants, à chaque fois que l'on va être dans une configuration où il y a des traitements de données personnelles, je recrute un sous-traitant. Est-ce que je m'assure que mon sous-traitant assure bien un niveau de protection des données conforme, je dirais, aux exigences du RGPD d'une part et aux exigences spécifiques qui sont prévues contractuellement? Et est-ce que je m'assure par ailleurs que l'ensemble de la chaîne, que l'ensemble de ces sous-traitants ultérieurs sont eux aussi conformes? Encore une fois, ce n'est pas un cas d'école. Il suffit de lire les délibérations de la CNIL pour se rendre compte que dans un certain nombre de situations, vous pouvez recruter un sous-traitant qui va vous prouver, en tout cas qui va vous apporter toute la documentation nécessaire, etc., pour vous dire qu'il est conforme. Et derrière, vous avez des sous-traitants qui ne le sont pas, qui sont basés dans des pays qui ne sont pas adéquats et qui justement ne vont pas permettre d'assurer l'ensemble de la conformité je dirais, de toute votre supply chain, le cas échéant. En complément de cet aspect contractuel, j'évoquais, je soulignais l'importance de la documentation. Il y a également le fait de procéder, le cas échéant, à des audits pour évaluer la conformité de l'ensemble des engagements qui sont pris. Le cas échéant, justement, de pouvoir mener ces audits de manière intensive pour pouvoir évaluer les éventuels écarts. Ne pas hésiter non plus à faire en sorte que dans le temps, vous conserviez en tout cas la possibilité d'auditer, de revenir, d'assurer un véritable suivi du projet. Et cette notion de pilotage à court terme, moyen terme, long terme, ce qui est intéressant de noter, c'est que au-delà des champs d'application différents et de la différence des acteurs qui sont concernés, par exemple par DORA ou par Nice 2, ce sont des thèmes que l'on retrouve dans ces textes sur ces aspects de pilotage, sur ces aspects de pilotage à long terme, etc. Et le fait aussi d'éviter toute boîte noire, ou en tout cas qu'il n'y ait pas à un moment ou à un autre, en tout cas,
des aspects de la chaîne contractuelle qui ne puissent pas être couverts. Je le disais, donc, 3 points principaux en termes de négociation dans cette première phase. Qu'est-ce que ça veut dire, en tout cas, sur le fait d'anticiper et sur le fait de concrétiser cette anticipation, excusez-moi. La première chose, c'est l'obligation d'information et de conseil. Là, je n'invente rien. C'est simplement comment est-ce que concrètement on met en œuvre cette obligation d'information et de conseil. Il y a un contentieux extrêmement dense, notamment en termes de contrat IT, justement sur la portée de l'obligation d'information et de conseil. Et comment est-ce que cette information va se concrétiser. Et notamment, ça a été rappelé récemment par la Cour de cassation, mais l'obligation d'information et de conseil que je donne quand je suis prestataire, est-ce qu'elle a bien un lien direct avec le contenu du produit, des prestations qui sont vendues? Et est-ce que par ailleurs, on a bien, en tout cas cette information, elle porte bien sur tous les caractères déterminants du produit ou des prestations qui sont visées. Et je le rappelle parce que là encore, très souvent, on le voit même sur des jurisprudences récentes, il y a des vrais contentieux sur la portée de l'obligation d'information et de conseil, et notamment, encore plus, on y reviendra tout à l'heure, sur la portée de l'obligation d'information et de conseil quand la prestation a pour objectif d'éviter, de pallier un éventuel risque cyber, etc. Jusqu'où on va en termes d'obligation. Et ce qui est intéressant quand on lit toutes les décisions récentes, c'est aussi la manière dont le juge va reprendre en détail la documentation ou l'existence de documentation ou non sur cette information. Et très souvent, en fait, il n'y a pas de... Il y a eu à un moment ou à un autre, on s'en rend compte à travers certains documents, des éléments d'information, mais le plus souvent, cela n'a pas été documenté avec des vrais enjeux à la clé en termes de preuves. Là encore, quand on évoque ces différents éléments, un des sujets, c'est la question de la charge de la preuve. Qui est-ce qui est en mesure de montrer qu'il y a bien eu échange, qu'il y a bien eu information, conseil, qu'il y a bien eu accompagnement, qu'il y a bien eu un pilotage dans le temps, etc. Et c'est ce qui va permettre justement d'établir si oui ou non il y a bien eu l'obligation d'information et de conseil par rapport au contexte précis, par rapport à la situation des parties, par rapport à des parties qui seraient novices sur le sujet ou non, etc. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette information et quelles conséquences on peut aller en retirer derrière? On y reviendra tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut considérer dans certains cas qu'il y a erreur, que le produit vendu n'était pas du tout adapté aux besoins du client, etc. Et comment justement, en tant que société donneur d'ordre, on va se retourner un jour, on pourra se retourner contre un sous-traitant. Quand j'évoquais justement cet aspect d'anticipation, là encore, ce qui est extrêmement important, notamment pour la maîtrise de la supply chain et pour les relations avec les sous-traitants, c'est d'anticiper ces différents éléments et d'aller aussi regarder dans le détail tout ce qui va être clause de résiliation, etc., pour s'assurer, le cas échéant, qu'elle soit opérationnelle. Le deuxième point, c'est sur l'extension de cette obligation en matière de cybersécurité. Enfin, comment est-ce que cette obligation d'information et de conseil, on va pouvoir la déployer sur des produits, sur des services spécifiques en matière de lutte contre le risque cyber et jusqu'où on peut aller. On aura l'occasion d'en reparler. Et quelle pourra être, dans ce champ, la responsabilité du prestataire informatique. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui, il y a un contentieux extrêmement nourri, justement, qui porte sur la question de la responsabilité des prestataires informatiques. Aujourd'hui, un contentieux qui se nourrit également, justement, d'un certain nombre de situations dans lesquelles un prestataire n'a pas pu empêcher, n'a pas su prévenir une cyberattaque, avec toutes les conséquences que l'on peut en retirer, notamment au vu ne serait-ce que de l'application du RGPD. Donc, 2 points importants sur ces aspects et en tout cas sur la question de l'anticipation et de l'importance de la phase de négociation. Donc, le premier, comme je le disais, c'est vraiment la question charge de la preuve. Il y a un vrai enjeu justement sur le fait de conserver tous les éléments de documentation qui permettent pour le prestataire de montrer qu'il a respecté en tout cas ses obligations en termes d'information et de conseil, pour le donneur d'ordre aussi de collecter là encore un certain nombre d'éléments pour vérifier et conserver le cas échéant en cas de litige l'ensemble des conseils qui lui ont été apportés et en quoi est-ce que c'était adapté à ce projet spécifique. Et comme je le disais, il y a 2 volets. Le volet
charge de la preuve. Et l'autre volet, c'est l'indemnisation potentielle du client, ou en tout cas toutes les suites qui pourront être apportées en cas de contentieux ou de litige. Alors attendez. Alors, un point, il y a aussi, alors là je rentre un tout petit peu dans le détail du droit, même si l'objectif c'est pas de donner un cours sur le droit des contrats, mais simplement parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans certains cas, on peut se dire, notamment quand on intervient comme prestataire, mais s'il y a une cyberattaque, de toute façon, je ne peux pas prévenir toutes les cyberattaques, je ne peux pas anticiper tous les risques, etc. Et le cas échéant, ça pourrait être considéré comme un cas de force majeure, hein, puisque le Code civil prévoit que dans certains cas, certains événements irrésistibles pourraient être qualifiés de force majeure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des jurisprudences qui viennent dire non. En fait, une cyberattaque, ce n'est pas un cas de force majeure, et donc ça ne peut pas exonérer le sous-traitant de sa responsabilité. Alors à chaque fois, on est bien sur, je dirais, des exemples et des cas précis, des contextes précis, hein, notamment dans un des cas, et c'était notamment sur l'édition de la Cour d'appel de Paris, des entreprises justement qui avaient pu contracter des services en étant relativement novices en la matière et sans s'être inquiétés justement de l'ensemble des conséquences dans leur recours à ce prestataire. Mais c'est un point important parce que très souvent c'est aussi quelque chose qui peut être évoqué je dirais de manière générale quand on apprécie la question de la responsabilité et le fait que la force majeure puisse être écartée, pas forcément de manière systématique, mais qu'elle le puisse, est un aspect qui doit être pris en compte. J'ai un problème. On va y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a donc cette phase de négociation, de préparation que j'évoquais, et encore une fois, une phase de négociation pendant laquelle, je souligne de nouveau, mais il y a un vrai enjeu sur la documentation et sur sa prise en compte ultérieure. Qu'est-ce qui se passe en cas de cyberattaque, au moment de la cyberattaque? Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que ce que l'on note dans aujourd'hui le contentieux en la matière, et notamment en matière de contrat IT, c'est que à chaque fois, très précisément, le juge compétent va reprendre, je dirais, l'ensemble de la situation, du contexte, la situation des parties, les éléments contractuels, comme je l'évoquais tout à l'heure, tous les éléments de documentation qui ont pu être réunis, et notamment pour apprécier s'il y a eu une inexécution de la part du prestataire ou non. Est-ce qu'on est plutôt sur un comportement fautif de la part de l'entreprise donneuse d'ordre, etc. Et comment est-ce qu'on va pouvoir qualifier justement l'inexécution ou pas, le rôle fautif ou non d'une des parties. Et très souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient toujours justement à ces obligations d'information et de conseil pour évaluer dans la mise en œuvre et dans la pratique comment est-ce que ces obligations ont été mises en place. Les conséquences en cas de cyberattaque d'un sous-traitant, elles sont particulièrement larges, et notamment si on se place du côté donneur d'ordre. On peut en tout cas je dirais schématiquement, en tout cas, on peut indiquer qu'il y a à peu près 3 types de conséquences importantes. C'est notamment tous les coûts qui sont liés à la remise en état, tous les coûts internes, l'atteinte à l'image de l'entreprise, et dans une perspective de contentieux, est-ce que dans certains cas, on peut estimer qu'il y a une perte de chance, notamment parce qu'on a perdu la chance d'être protégé par rapport à une cyberattaque. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a un vrai sujet sur la portée des obligations qui sont prises, et dans certains cas, on l'a vu, ça fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'appel de Rennes en 2025. La Cour d'appel de Rennes a considéré que oui, par rapport au type de produit qui était vendu et par rapport aux obligations qui étaient prises par le prestataire, il y a eu une cyberattaque et il y a eu en tout cas un vrai sujet. L'entreprise donneur d'ordre a perdu l'ensemble de ses fichiers, n'a plus pu accéder à l'ensemble de ces fichiers, et la Cour d'appel a considéré en tout cas qu'il y avait une perte de chance parce que normalement l'entreprise prestataire qui intervenait pour elle aurait pu éviter les conséquences de cette cyberattaque. Alors attendez, je crois que je suis allé un peu trop vite. C'était pas là. Oui, il y a une
en termes de conséquences d'une cyberattaque, il y a un point qui est important, c'est, je le disais tout à l'heure, il y a un point clé en termes de documentation. Il y a la documentation contractuelle proprement dite, le contrat, et puis il y a toute la documentation qui peut être collectée, actualisée par ailleurs. Aujourd'hui, les difficultés qu'on rencontre le plus souvent, c'est qu'il n'y a pas de contrat ou il n'y a pas grand-chose dans le contrat. Et par ailleurs, il y a très peu de documentation ou pas du tout. Et le sujet, c'est que quand on a très peu de choses ou qu'on a un contrat qui est extrêmement limité, on a beaucoup de mal à caractériser l'éventuel manquement contractuel contre l'une ou l'autre des parties. On a beaucoup de mal aussi à déterminer les responsabilités. Et quand j'évoque la question des responsabilités, il y a la question des responsabilités contractuelles, je dirais, classiques, et il y a aussi la question des responsabilités, notamment par rapport aux différents textes que j'évoquais en introduction, et par exemple par rapport au RGPD. Et ce que l'on constate de plus en plus, c'est l'utilisation du droit de la protection des données personnelles dans des contentieux, je dirais, classiques, contractuels. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes sur un contentieux classique, j'ai pris un prestataire, il n'a pas exécuté ses prestations comme je l'entendais, etc. Et tout à coup, on vient vous dire, mais il y a aussi des sujets en termes de protection des données personnelles. Et il y a eu notamment un arrêt intéressant où la Cour d'appel est venue dire, mais un prestataire informatique était censé apporter des prestations, il n'a pas effectuer ces prestations de manière conforme par rapport au droit de la protection des données, et notamment il n'avait pas prévu un certain nombre de mentions d'informations, etc. Et ça a été qualifié en tout cas d'erreur essentielle dans l'exécution du contrat. Et donc on voit bien la portée qui est donnée aussi au respect ou au non-respect du RGPD. Mais au-delà de ça, quand vous n'avez pas tranché la question des responsabilités, est-ce que je suis responsable de traitement, est-ce que je suis sous-traitant, il y a un vrai sujet sur qui fait quoi. Et en tout cas aujourd'hui, quand je souligne auprès de vous l'importance d'anticiper, c'est que on le voit très souvent, le fait d'être contacté, par exemple, dans le cas d'une cyberattaque pour X, Y ou Z, une société qui va vous dire voilà, j'ai un problème, on se rend compte qu'on a une difficulté, etc. On fait l'objet d'une cyberattaque sans être en mesure d'identifier si on est une cible directe ou indirectement ou via des prestataires, etc. Qui est-ce qui est responsable de traitement? Qui est-ce qui doit notifier? Sur qui porte cette obligation? Qui est-ce qui doit mener l'ensemble des investigations justement pour être en mesure de dire voilà en quoi consiste cette cyberattaque? Est-ce qu'elle constitue une violation de données personnelles au sens du RGPD ou pas? Quelles mesures j'ai mis en place? Est-ce que je dois informer les personnes concernées? Ce que je vous dis, ce n'est pas un cas d'école. Aujourd'hui, on le voit avec, il y a une actualité des cyberattaques qui est extrêmement dense et avec à chaque fois des situations récurrentes. C'est-à-dire que la première question que l'on se pose, c'est est-ce que je suis responsable de traitement? Est-ce que je suis sous-traitant? Et si jamais je suis responsable de traitement, si la cyberattaque est liée à mes sous-traitants, mais est-ce que mes sous-traitants sont conformes? Est-ce que j'ai vérifié qu'ils assuraient bien un niveau de sécurité des données conforme, article 32 du RGPD, etc. Est-ce que j'ai des contrats avec eux? Et quand on parle de contrats non conformes à l'article 28 du RGPD, c'est est-ce que j'ai bien fixé un certain nombre d'obligations? Est-ce que je lui ai fixé des missions précises, spécifiques? Et notamment, dans l'hypothèse d'une cyberattaque, violation de données au sens du RGPD, est-ce qu'on a bien prévu une répartition des rôles? Est-ce qu'il va m'assister efficacement? Est-ce qu'il va m'apporter les informations dont j'ai besoin ou pas? Et ce que l'on constate aussi, c'est que très souvent, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a des contrats qui ne sont pas complets, donc on perd du temps à chercher qui est responsable, qui doit faire, qui doit apporter l'information. Et puis, quand il n'y a pas eu d'anticipation, quand on n'a pas mené ce travail en amont, c'est extrêmement complexe de chercher des informations qu'on n'a jamais documentées, dont on ne sait même pas exactement en quoi elles consistent, comment elles vont, quelle forme elles doivent prendre. Et le vrai risque derrière, c'est notamment un risque de sanction par une autorité de contrôle, CNIL ou autre autorité de protection des données personnelles. Et on le voit de plus en plus, notamment sur des litiges et autour des relations entre responsables de traitement et sous-traitants, où on voit aussi, c'était le cas dans le dernier rapport de sanctions de la CNIL, des sanctions qui sont prononcées à la suite d'une violation de données personnelles. Oui, vous notifiez, mais vous notifiez tellement mal, de manière tellement incomplète, tellement imprécise que votre notification, en fait, c'est un marqueur du fait que vous n'êtes pas conforme. Et donc, il y a un sujet extrêmement important. Et ce que l'on constate aussi, c'est que dans le même temps que vous êtes occupé à notifier, etc., à apporter un certain nombre d'éléments, à essayer de retrouver des informations de la part de vos prestataires, très vite, on peut avoir des contentieux
en matière contractuelle, justement, autour de ces différents aspects et contentieux qu'il va être parfois extrêmement difficile de nourrir pour apporter tous les éléments de preuve que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je crois que j'ai pris les slides un peu dans tous les sens. Un point important en tout cas, et sur les conseils justement pour réduire les risques, bon, c'est plutôt une synthèse par rapport aux différents éléments que j'ai pu donner aujourd'hui, mais il y a un premier aspect qui est vraiment l'importance de disposer de clauses détaillées au sens de l'article 28 du RGPD. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au vu du champ d'application extrêmement large du RGPD, les dispositions du RGPD s'ajoutent à un certain nombre d'autres dispositions sectorielles. Et les obligations de sécurité, article 32 du RGPD, de toute façon, imposent de fixer un niveau de risque adapté, de fixer un niveau de sécurité adapté par rapport au risque. Et donc, il est extrêmement important, quand vous êtes dans une relation responsable de traitement sous-traitant, de prévoir ces clauses et de faire en sorte qu'avec ces clauses, vous ayez un niveau de gouvernance effective, ce que j'évoquais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de prévoir des clauses contractuelles et de ne pas vérifier derrière, d'auditer régulièrement votre prestataire, etc. et d'évaluer en tout cas le niveau de la prestation. L'importance aussi, donc, c'est d'intégrer des exigences élevées en matière de sécurité des données, là encore adaptées à la prestation. Ce niveau d'exigence, on le retrouve de manière, je dirais, en tout cas, on en retrouve la philosophie, que ce soit dans NIS 2, dans DORA, dans le CRA, justement, sur ce que j'évoquais, le fait qu'il n'y ait pas de boîte noire à un moment et qu'en tout cas, on puisse suivre l'ensemble de la chaîne contractuelle. Troisième point, c'est prévoir une procédure de gestion de crise. Très souvent et très vite, quand il faut décider, prendre des options, décider de notifier, pas notifier, c'est quelque chose qui est d'abord extrêmement stressant, très compliqué. Si vous travaillez pour une petite start-up très exposée médiatiquement ou pour un grand groupe lui aussi très exposé, c'est compliqué de choisir si on va notifier à la CNIL, pas notifier à la CNIL, si on doit faire d'autres notifications, si on est en relation avec d'autres autorités de supervision, etc. Et ça, il faut pouvoir l'anticiper avant, il faut savoir qui va décider, comment, sur la base de quels éléments, etc. L'audit, le fait d'auditer régulièrement ses prestataires, ses sous-traitants, là encore c'est un point clé. Personne n'est à l'abri d'une cyberattaque, mais vous êtes en position plus confortable quand vous auditez régulièrement vos prestataires, l'ensemble de votre supply chain, que vous disposez de ces éléments. C'est un peu plus confortable quand on doit discuter avec une autorité de contrôle ou quand on se retrouve dans le cas d'un contentieux. Et enfin, l'importance justement de l'aménagement des responsabilités. Là, on retombe sur le volet contractuel. Qui est responsable? Quelle est la portée du contrat? Quelles sont les obligations prévues par le contrat? Quels sont les niveaux d'engagement? Et comment est-ce qu'on aménage, je dirais, les possibilités de sortie, de résiliation anticipée? Voilà, donc l'objectif de cette présentation, et j'espère qu'il est rempli pour vous, c'était vraiment de souligner la question de l'anticipation, anticiper les risques contractuels, anticiper aussi les cas dans lesquels les défauts d'anticipation, les manquements en termes d'information de conseil, etc., sont aussi susceptibles de constituer des sanctions par rapport à certaines obligations, notamment au RGPD. Et en tout cas de vous rappeler aussi que l'ensemble de ces questions font l'objet d'une actualité extrêmement nourrie, que ce soit en termes de contentieux, mais aussi de vie des contrats. Aujourd'hui, en tout cas en tant qu'avocat, une part importante de notre activité, c'est la négociation des contrats et c'est leur suivi dans le temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste disponible pour vos questions. Oui, on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, je vous laisse me faire signe. Oui. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire pour un prestataire de fournir une liste Est-ce que c'est obligatoire pour un prestataire de fournir une liste complète de ses prestataires, enfin des sous-prestataires du coup, comme vous en parliez plus tôt, et même dans le cas de NDA ou autre, par exemple? Alors, encore une fois, cette obligation, en tout cas, elle va varier selon je dirais les cas de figure. Pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, type article 28 du RGPD, aujourd'hui, vous avez deux cas de figure et dans la pratique, on voit bien une coexistence de ces deux cas de figure. C'est soit
vous donnez une liste complète, précise, exhaustive, et en fait, c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est une obligation qui peut être délicate à mettre en œuvre. Et par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de donner une clause d'autorisation générale à votre sous-traitant en disant, voilà, je vous autorise à recruter des sous-traitants. Vous ne devez pas me donner votre avis à chaque fois que vous changez de sous-traitant ultérieur, que vous en recrutez un autre, etc. Par contre, pèse sur vous l'obligation de recruter des sous-traitants qui sont conformes. Mais ce qu'on voit et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, la CNIL regarde dans le détail ces questions et d'une certaine façon fait bouger les lignes en termes de responsabilité. Le principe, normalement, c'est que c'est le responsable de traitement qui est responsable. C'est un peu une tautologie. Et or, de plus en plus, dans certains cas, elle va dire non, en fait, responsable de traitement et sous-traitant sont responsables tous les deux, ou tous les deux sont passibles de sanctions parce qu'en fait, tous les deux ont pris cette question, enfin en tout cas n'ont accordé aucun crédit à cette question ou n'ont pas pris en compte justement la question de la sécurité des données. Et comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, c'est aussi un des aspects qu'on voit émerger en termes de contrat IT. Pas d'autres questions, rien du tout.